Drum. Bienvenue dans ce webinaire de l'Observatoire des politiques culturelles. Voilà, il y a encore quelques personnes qui sont en train de nous rejoindre. Bienvenue, je suis Alissane Jandel, responsable de l'animation des communautés professionnelles. Et à mes côtés, j'ai Frédéric Casgrain, ma collègue, collabore aux médias et à la revue de l'OPC. Alors, bienvenue dans ce deuxième épisode du 57 de l'OPC. Pour rappel, c'est un nouveau format que nous proposons, un format webinaire, 57 minutes pour aborder un thème d'actualité, de politique culturelle, avec des professionnels de terrain qui viennent partager leurs expériences à partir d'un territoire, donc en étant vraiment situé sur un territoire. L'idée de ce format webinaire est de décortiquer des situations, des projets, des démarches, des modes de faire à partir de questions problématiques. Ce qui, nous l'espérons, viendra vous inspirer et alimenter le débat public et votre propre réflexion. Alors, tout d'abord, rappelez que le webinaire qui est proposé aujourd'hui a été conçu en lien avec la sortie du baromètre 2024 sur les budgets et choix culturels des collectivités territoriales. Le baromètre est une enquête annuelle qui est menée par l'OPC chaque année, avec le soutien du ministère de la Culture et en partenariat avec les principales associations nationales d'élus et de collectivités, mais aussi avec la FNADAC, la FNCC et Culture Co, partenaires que l'on salue. Les résultats de cette enquête nationale, donc qui mesure l'évolution de l'action publique territoriale de la culture, sont en ligne sur le site de l'OPC. Donc Frédéric va vous mettre le lien dans le chat. Merci. Ce qu'on peut retenir, peut-être deux mots par rapport à ce baromètre, ce qu'on peut retenir, c'est que les évolutions déclarées en matière budgétaire pour 2024 s'inscrivent dans la continuité des tendances observées sur la période précédente, 22-23. Les collectivités territoriales cherchent majoritairement à maintenir leur niveau de soutien à la vie culturelle, malgré des marges de manœuvre limitées, voire très contraintes pour certaines d'entre elles, notamment liées aux différentes crises successives que nous traversons. Ce que nous dit aussi le baromètre, c'est que la tendance est aussi à la continuité en matière de coopération publique, donc une certaine stabilité partenariale qui domine dans la coopération entre les collectivités publiques en matière de soutien à la culture. Donc ce sont les tendances 2024 que nous avons observées, mais bien évidemment depuis quelques mois la situation est tout autre, puisque donc pour rappeler en octobre le gouvernement pour réduire le déficit public demande aux collectivités une participation de 5 milliards d'euros dans le cadre de la participation à l'effort de redressement budgétaire, ce qui pour l'année 2025 notamment va entraîner une spirale de restrictions budgétaires et de baisse de financement public de manière générale au niveau local. Et bien sûr, pour la culture, qui en plus est une compétence partagée, les conséquences sont très préoccupantes. Vous le savez, de copieuses économies ont déjà été annoncées dans certaines collectivités. Alors, l'écho le plus alarmant nous vient de la région Pays de la Loire, région qui va procéder à une coupe massive de 73% dans les subventions allouées à la culture, qui fait vaciller tout un écosystème territorial. Donc cette contrainte qui est nouvelle et qui est très forte vient s'ajouter aux conséquences des crises précédentes, qu'elles soient financières, sanitaires, énergétiques, démocratiques aussi, on peut dire. Voilà, donc dans ce contexte, comment continuer à assurer les missions de service public de la culture de la part des collectivités? Comment s'orientent les choix de politique culturelle des collectivités territoriales? Avec quels leviers, quelles orientations, quelles réorientations, mais aussi quelle posture face aux autres partenaires publics. C'est sur cette thématique qui est brûlante d'actualité, on peut dire, que nous avons invité deux directrices de la culture. Laurence Loyer-Cambourg, au département de la Manche. Bonjour à toutes et tous. Et Camille Girtler pour l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, bonjour Camille. À toutes et tous.
Elles ont accepté d'ouvrir la boîte noire de la construction budgétaire de la culture et de dialoguer avec nous sur les arbitrages, les tensions, les marges de manœuvre, les choix politiques face aux conséquences de ces différentes crises, mais aussi de parler de leur rôle de DAC dans ce contexte et de l'évolution de leur rôle. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation à ce webinaire. Avant de leur passer la parole, précision sur les modalités de participation. Tout au long de l'échange avec Camille et Laurence, vous pouvez réagir dans le chat, dans l'onglet chat du webinaire. C'est déjà fait. Mais d'ailleurs, c'est déjà fait. Donc, Frédéric vous interagira avec vous par le chat. Mais si vous avez une question à formuler, l'idéal est de la poser dans l'espace questions et réponses du webinaire. Donc là, vous voyez, vous avez un petit onglet Q et R. Vous pouvez formuler une question et on n'y répondra pas forcément au fil de l'eau, mais on prendra un temps avant la fin du webinaire pour traiter vos questions, pour les poser à nos deux intervenantes en direct. Et si on n'a pas le temps d'y répondre, on s'engage aussi à le faire après le webinaire par écrit. Voilà. Donc, dans un premier temps, et avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous préoccupe, Camille et Laurence vont nous présenter leur contexte territorial et budgétaire respectif de leurs deux territoires. Nous allons vous partager un PowerPoint qui, vous le verrez, comporte beaucoup de données, notamment chiffrées, pour vous permettre de l'avoir sous les yeux et de vous y référer pendant tout le temps du webinaire, puisqu'on ne le passera pas tout au long de ce temps du webinaire. Frédéric le dépose dans le chat. Donc, merci Fred, vous l'aurez dans le chat. Vous pouvez le télécharger pour pouvoir l'avoir sur votre bureau. Voilà. Encore merci à Camille et Laurence. Je vais partager le PowerPoint et on peut commencer. Camille, par toi. Donc, partager. Hop. Et je vais effectivement remonter. Alors, attendez. Arrêtez le partage. Évidemment, petit problème technique. Hop, je l'ouvre. Ah. Excusez-moi. Voilà, Camille, je t'en prie. Merci beaucoup, Alissane, et merci beaucoup à l'OPC de l'invitation. Alors, je vais effectivement présenter en premier lieu très rapidement Strasbourg et vous rappeler, parce que je suppose que l'ensemble de vous le savez, mais que Strasbourg est la ville la plus à l'est du Grand Est. C'est une ville transfrontalière et européenne et elle se situe dans le périmètre plus large de l'Eurométropole de Strasbourg, composée de 33 communes représentant près de 500 000 habitantes et habitants européenne. C'est aussi une ville capitale diplomatique. On a plus de 75 représentations à la ville de Strasbourg et également une ville universitaire avec plus de 50 000 étudiants. En même temps, c'est une ville à taille humaine et profonde, double culture française et germanique au regard de son histoire. Et vous avez ici effectivement l'illustration de ce pont que nous pouvons traverser pour aller juste de l'autre côté du Rhin, en l'occurrence dans la ville de Kehl. Vous dire aussi que cette année, Strasbourg a été désignée par l'UNESCO capitale mondiale du livre, et donc c'est une année exceptionnelle du point de vue de la culture pour Strasbourg. C'est aussi une ville qui dispose d'un maillage culturel tout à fait exceptionnel. On a à Strasbourg 11 musées en régie directe, 8 médiathèques et un bibliobus, un théâtre national de Strasbourg, le Maillon scène européenne, l'Orchestre philharmonique, l'Opéra national du Rhin et le CCN Ballet. Et c'est une ville en fait qui historiquement finance beaucoup la culture, puisque dans le budget municipal, la culture représente 19% du budget global. Et par ailleurs, on a évidemment aussi à Strasbourg une tradition de coopération avec les autres collectivités et avec l'État, avec lesquelles on cofinance la majeure partie des grandes institutions. Au-delà des institutions, on a aussi un réseau associatif extrêmement vivant et dynamique, plus de 200 associations actives dans le champ de l'art et de la culture. Donc peut-être quelques mots aussi sur la politique culturelle pour rappeler qu'elle répond à trois piliers du mandat, justice sociale, défi démocratique et transition écologique, et que c'est autour en fait
qui a organisé la politique culturelle autour de 4 politiques sectorielles qui sont appuyées sur un socle commun autour de l'égalité des droits et de l'accessibilité à la culture, la lutte contre toutes les formes de discrimination, le développement de l'éducation artistique et culturelle, la notion également de droit culturel et de participation des habitantes et habitants à la vie culturelle, et la question de la transition écologique. Donc, vous pouvez faire avancer le PowerPoint. Voilà, donc j'en étais en effet à cette slide budgétaire, donc vous dire que le budget de la culture à Strasbourg, donc je parle vraiment de la ville de Strasbourg et pas de la métropole, puisqu'en l'occurrence, on est une administration fusionnée, on travaille pour la ville et la métropole, mais là, je fais vraiment un focus sur le budget de la ville de Strasbourg. Donc, je vous disais tout à l'heure que le poids du budget culturel dans le budget municipal est à hauteur de 19% du budget total, ce qui représente près de 90 donc des dépenses en termes de dépenses de fonctionnement, incluant la masse salariale. C'est également un budget qu'on a eu la chance de voir en augmentation de 9% depuis 2019. Et je crois que c'est aussi important à dire. Sur les dépenses d'investissement, on est à peu près à un budget de 9%. Vous voyez ici qu'on a représenté le coût de la politique culturelle par habitant, donc ça représente 350 euros par an, et je crois que la moyenne nationale est autour des 120. Voilà, enfin, c'est pour vous représenter effectivement le niveau d'engagement très important de la ville de Strasbourg pour sa politique culturelle. Donc, si on fait un petit focus sur le budget de la culture, le budget de fonctionnement hors masse salariale, c'est la slide suivante. Donc là, on est sur le budget global, comme je vous le disais, donc 89,4 millions d'euros en 2024, de 9% depuis 2019. Et la slide suivante, qui est donc un focus sur le budget de fonctionnement hors masse salariale et sa répartition. Donc, vous voyez en 2024 un budget global de 45,7 millions d'euros, avec à peu près la moitié dédiée au financement des structures, enfin des institutions culturelles, notamment l'Opéra national du Rhin, la Haute École des Arts du Rhin, l'Orchestre Philharmonique. Les projets en régie directe, donc ça, ce sont tous nos services, lecture publique, musée, théâtre de la ville de Strasbourg, archives municipales à hauteur de 23%. Les associations qui représentent 27% du financement global. Et enfin, je reviens très rapidement sur un dispositif propre à Strasbourg qui s'appelle le contrat triennal, qui est un dispositif de cofinancement qui associe État, région, CEA, donc Collectivité européenne d'Alsace, et la ville de Strasbourg pour le rayonnement européen de la ville. Et au sein en fait de ce dispositif, il y a un fonds culture qui permet de financer le déploiement européen des projets culturels strasbourgeois. Sur l'investissement, vous dire qu'on est à un montant annuel de 3 millions d'euros et que nous avons par ailleurs un plan pluriannuel d'investissement à hauteur de 60 millions d'euros sur le mandat. Et donc, en termes de traduction, de soutien aux opérateurs et aux associations, c'est la slide suivante. Donc, vous pouvez observer qu'on a soutenu 184 structures en fonctionnement pour un montant de près de 10 millions d'euros culturels, donc établissements publics, syndicats mixtes. On a soutenu 43 équipes artistiques au titre donc de l'aide à la création et des bourses de création à hauteur de 262 200 euros. On a soutenu une vingtaine de projets au titre du Fonds Culture, du contrat triennal tant en fonctionnement qu'en investissement. Et enfin, aussi une politique importante à la ville de Strasbourg et qui est montée en puissance ces dernières années, la politique de soutien en faveur des pratiquants amateurs. Et là, ça représente 51 associations pour un montant de 581 650 euros. Voilà, et j'en ai terminé. Donc, je crois que je vais passer la parole à Laurence. Merci beaucoup Camille pour cette présentation rapide mais très complète sur le contexte budgétaire et territorial de Strasbourg. Laurence, département de la Manche. À toi la parole. Il faut que tu rallumes ton micro, Laurence. Merci. Alors nous, effectivement, on est dans tout un autre contexte. Donc effectivement, moi, je travaille sur un département. Donc là, vous avez le département tout en longueur qui représente la Manche, qui est en Normandie, dans le nord-ouest de la France. Donc on est sur un département rural
C'est 495 000 habitants et avec une densité de 83 habitants qui précise bien hein, le côté rural de notre département. Dans la Manche, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de grosses métropoles. Ce sont beaucoup de villes moyennes et de nombreux bourgs, mais par contre, un maillage qui irrigue bien tout ce territoire. Deux grosses communautés d'agglomération, une tout là-haut au nord, qui est Cherbourg en Cotentin, avec 178 000 habitants, et puis Saint-Lô, qui est la préfecture un peu plus en centre-Manche, à 76 600 habitants. Voilà, et très très vite, on va passer sur des villes vraiment très, très moyennes, autour de 25 000, 10 000 habitants. Coutances, par exemple, est connu pour son festival de jazz, Jazz sous les pommiers, c'est moins de 10 000 habitants. Voilà un territoire également irrigué. Alors, c'est très étonnant parce qu'effectivement, par rapport à Strasbourg, finalement, sur un grand territoire, eh bien, on retrouve un maillage aussi de nombreuses bibliothèques, 111 bibliothèques sur l'ensemble du territoire, des cinémas fixes et cinémas itinérants, 19 écoles de musique, des sites et musées importants, une scène nationale, une SMAC à Saint-Lô, et un pôle national des arts du cirque également à Cherbourg, et puis des scènes conventionnées. Je parlais de Coutances et également à Granville, des théâtres sinon de ville, comme Valognes, Saint-Lô, et puis une saison centralisée qui est portée par le département et qui est travaillée en partenariat avec des collectivités et des associations. Voilà, et donc un territoire avec une particularité forte, puisqu'on a 640 km de côte, beaucoup d'espaces naturels sensibles, deux parcs naturels régionaux sur notre territoire. Donc, l'importance que revêt aujourd'hui à la fois le vivant, mais surtout la fragilité de nos côtes et notamment l'évolution du trait de côte qui marquera dans les prochaines années et qui marque déjà le territoire. Donc, voilà, une politique également forcément, une politique culturelle forcément à l'écoute aussi de ces questions. Notre politique culturelle, elle est travaillée très, très étroitement avec l'ensemble des acteurs. On a la particularité dans la Manche de s'être investi dès 2012 dans les droits culturels, donc la démarche que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, une démarche dont on a pu bénéficier très tôt puisqu'on a fait partie des départements pilotes pour travailler cette question de l'évaluation des politiques publiques au regard des droits culturels avec la méthode PAIDEA. Et donc, très, très tôt, on s'intéresse, on forme les agents de la collectivité, on travaille aussi à la formation des élus sur ces questions. Et très vite, on écrira un projet de développement culturel des droits culturels dans la Manche, qui est véritablement le socle de notre écriture de politique culturelle et qui a été voté en session en juin 2018, mais qui sert toujours de socle vraiment commun autour de 6 orientations comme habiter le territoire, hériter, apprendre, œuvrer dans ce territoire, être attentif à l'information et à la coopération. Voilà, donc cette coécriture du projet de développement, vous le retrouverez dans le Padlet que vous est proposé par l'OPC. Et voilà, il est tout à fait en libre, bien sûr, libre consultation. Aujourd'hui, donc la collectivité accompagne à peu près 200 partenaires. Un certain nombre de personnes ont travaillé à cette coécriture. Et donc, notre politique est véritablement une politique très horizontale, donc très en lien avec les habitants, avec les collectivités, et fondée beaucoup sur l'éducation artistique et culturelle. Bien sûr, un travail très important autour de la lecture et du social, beaucoup de projets liés également au patrimoine. Voilà, donc le budget de la Manche, eh bien, en pourcentage, il est plus modeste, puisqu'il représente 0,69% donc, du budget total de la collectivité, budget investissement et fonctionnement confondu, et il est à hauteur de 4 530 000 euros. Voilà pour l'ensemble de la
culture et du patrimoine. Et donc, vous voyez un peu l'organisation de notre collectivité, à la fois l'action sociale, la forte part, hein, bien entendu, que représente ce domaine-là et ces actions-là en faveur du social, propre au département, bien entendu, et les différentes autres répartitions budgétaires. Voilà, donc précisément, alors la masse salariale, simplement pour la culture, peut-être qu'il est modeste, mais c'est aussi beaucoup d'agents. Et pour la Manche, il représente quasiment 2 millions d'euros. Alors beaucoup plus, puisque je n'ai pas les chiffres du patrimoine, et il y a un certain nombre de postes bien plus importants. Mais pour ce qui est de la part culture, c'est 38 postes. La répartition des budgets, donc à la fois en investissement et en fonctionnement, pour l'ensemble de la culture et du patrimoine, c'est à peu près 6 millions d'euros. Et vous voyez que finalement, d'ailleurs, on le retrouve dans l'étude du contexte du baromètre 2023, l'évolution déclarée des départements, elle est assez constante. Et effectivement, on le retrouve quasiment pour notre département. On le verra avec quelques autres décrochages qui arrivent en 2024 et dans un second temps, vu le contexte actuel. Voilà donc un fonctionnement et un investissement qui se maintient pour le moment, avec le choix porté sur le maintien véritablement de l'accompagnement des acteurs. La collectivité a eu un souci très important de maintenir le soutien identique auprès des acteurs culturels le plus possible. Et quand il a fallu faire des restrictions, des diminutions, c'est plutôt sur les actions propres qu'elles ont portées, notamment sur un festival que l'on porte directement, qui s'appelle le Festival des Traversées Tatillou, où on a eu une diminution très importante. Et puis, on a également revu un peu la politique en faveur du patrimoine non protégé, mais la plupart des budgets en direction des acteurs et des habitants ont été jusqu'à présent maintenus. Voilà, et donc au budget primitif, vous voyez à peu près la part de l'action culturelle qui recouvre à peu près 50% du budget, la part des subventions au patrimoine, la part des sites et musées, puisqu'on a un réseau important sur le territoire, et les subventions voilà, au patrimoine ou les subventions aux acteurs culturels. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation du territoire, de la politique et des budgets pour le département de la Manche. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Alors avant de rentrer, de parler du contexte aujourd'hui, des différentes crises et principalement ce qu'on vit aujourd'hui, peut-être revenir sur le mode de contractualisation ou de partenariat en tout cas que vous privilégiez dans vos deux collectivités, sur vos deux territoires. Collaboration, partenariat à la fois avec les acteurs et les actrices culturelles du territoire, mais aussi avec les différents niveaux de collectivités publiques. Est-ce que Laurence, puisque tu as la parole, tu veux en parler déjà, présenter ça? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on privilégie énormément le cadre partenarial. Et donc, on a un certain nombre de conventions d'objectifs et de moyens signés avec beaucoup d'acteurs. Et c'est vrai que ces conventions, jusqu'à présent, on essaie le plus possible de les développer progressivement. On accompagne de nouveaux acteurs parce que ça permet effectivement d'avoir plus de visibilité pour nos acteurs et de stabiliser quand même le partenariat. Donc ça, c'est un élément important qui structure effectivement notre façon de travailler. Voilà, on le verra peut-être que dans les années à venir, cette question de la pluriannualité et de ce soutien pourra poser question. Mais en tout cas, dans le département de la Manche, on est signataire effectivement d'un certain nombre de conventions très importantes, d'un contrat de filière aussi autour des musiques actuelles et arts visuels. Et puis, il y a aussi toute une politique contractuelle qui aide directement les collectivités sur le volet investissement, où on retrouve tout ce qui est réhabilitation d'écoles de musique ou construction de nouvelles écoles de musique, bibliothèques ou espaces culturels,
un important accompagnement dans le cadre de notre politique contractuelle. Et puis sur le volet éducation, effectivement, hors budget culture, un accompagnement aussi des collèges dans les parcours d'éducation artistique et culturelle. Donc voilà, c'est vrai que cette question du partenariat, elle est importante et c'est un socle aussi que l'on espère pouvoir maintenir. Merci. Camille, sur ce point? Oui, alors je vais situer mes propos tout à fait dans ce qui vient d'être dit par Laurence, puisqu'à Strasbourg, on est tout à fait dans la même philosophie. On privilégie effectivement un engagement contractuel pluriannuel et on a aujourd'hui une vingtaine de conventions d'objectifs et de moyens pluriannuels et on essaye de monter en puissance en fait sur ces conventionnements et on privilégie finalement les conventionnements sur des temps quand même assez longs. On essaye de le faire au moins sur 4 ans. Et surtout, on essaye de privilégier cette modalité de soutien par rapport, par exemple, à des appels à projets qui sont plus lourds à porter pour les acteurs culturels et qui souvent donnent moins de visibilité. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir soutenir au maximum enfin, dans le temps long. Euh, et c'est vrai que je le redirai sans doute tout à l'heure, mais Strasbourg est souvent un peu leader sur le sujet puisqu'on est le premier financeur de la plupart des opérateurs culturels. Donc on essaie effectivement vraiment d'être moteur sur cet enjeu de contractualisation et de coopération et de conventionnement. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc effectivement, voilà, le partenariat et l'accompagnement au cœur de vos deux collectivités, en tout cas avec les acteurs et actrices de la culture. Avant de parler de la situation là de cette fin d'année puis des projections sur 2025, on peut peut-être revenir sur la construction de l'exercice budgétaire culturel, la manière dont elle a évolué depuis peut-être les années 2000, dans les années 2000-2010, face aux différentes crises successives qu'on a connues au niveau national, mondial même, et du coup par répercussion sur les territoires. Je pense à la crise financière, évidemment à la crise sanitaire hein, du Covid, confinement, la crise énergétique, voire la crise aussi politique, démocratique. Voilà, quelles ont été l'évolution de la construction de cet exercice budgétaire, des arbitrages, des tensions, voilà, des incertitudes, des réorientations, des opportunités. Peut-être Camille, si tu veux commencer pour Strasbourg. Oui, alors je pourrais peut-être pas tout à fait parler d'un recul depuis 2000, mais moi j'évoquerais plutôt peut-être la période effectivement depuis le Covid, où finalement la construction budgétaire elle est marquée tous les ans par une crise. Donc c'est vrai que ça complexifie un peu les choses et en même temps on commence à être légèrement habitué et peut-être un peu plus serein face. Ce qui peut-être est rendu plus difficile aujourd'hui, c'est la question de l'anticipation des budgets. Alors même que les programmations, elles se construisent à N-1, voire N-2, 3. Donc pour les structures, c'est évidemment compliqué voilà, de pouvoir avoir des garanties des collectivités. Alors même donc c'est pour cette raison, et j'y reviens, que le caractère pluriannuel de nos soutiens est extrêmement important. Mais ça implique du coup de renforcer encore le dialogue et la transparence en fait avec les acteurs culturels. Et je pense d'être vraiment en fait dans un partage et une responsabilité conjointe sur la situation, à la fois leur réalité, mais aussi les limites des collectivités pour les accompagner. Donc, je crois surtout que ce que ça a fait évoluer, finalement, c'est cette notion de dialogue qui désormais est permanent, quotidien, et qui nous permet justement d'avoir et aussi de leur réalité, parce que comme je le disais, il faut vraiment que nous aussi, on puisse prendre en compte la réalité du secteur culturel, la manière dont les programmations s'organisent et ne pas rester uniquement dans notre comment dire, approche budgétaire. Il faut évidemment qu'on puisse échanger de ces réalités-là avec eux. Euh, Peut-être dire aussi que ça nous contraint à nous re-questionner effectivement forcément sur les priorités. Euh, Par définition, un budget culturel, en tout cas pour une ville qui est le principal financeur d'un nombre important d'acteurs culturels, comme c'est le cas à Strasbourg, a peu de marge de manœuvre au sein en fait de son budget. Essentiellement parce qu'on finance ces structures culturelles qui elles-mêmes emploient en fait de nombreuses personnes. Donc
la continuité de notre soutien relève presque d'une obligation, au risque sinon de voir disparaître les structures. Donc, on a une responsabilité particulière par rapport à ces structures. Donc, on sera peut-être moins dans des stratégies de développement, mais plutôt dans des stratégies de soutien à un écosystème et à la pérennisation de cet écosystème. Donc, c'est vrai qu'il est important, je pense, d'avoir des politiques, des priorités politiques fortes. Par exemple, aujourd'hui à Strasbourg, la priorité politique, comme je vous le disais, c'est d'une part le soutien de l'écosystème qui existe, et aussi du service public culturel de proximité. Donc, c'est toutes nos structures aussi en régie directe, et c'est extrêmement important. Et c'est ce que disait aussi Laurence tout à l'heure, de pouvoir maintenir en fait nos actions à destination des habitantes et des habitants. Et peut-être donc là où effectivement se trouvent les marges de manœuvre, c'est plutôt autour des projets, des aides aux projets ponctuels, et également, comme je le disais, de projets qui sont de nouveaux projets sur lesquels effectivement là on doit en ce moment revoir nos arbitrages. Donc peut-être juste en conclusion, dire que les mots-clés aujourd'hui, c'est adaptabilité, réactivité, dialogue, responsabilité et calme aussi, je crois. Oui, calme face à ces situations. Laurence, je Voilà. crois que tu as à peu près les mêmes mots-clés. Oui, absolument. Je partage effectivement les mots de Camille. Alors moi, j'ai un tout petit peu plus d'ancienneté dans la collectivité, donc c'est vrai que les départements cette crise financière que tu rappelais tout à l'heure, Annalise, c'est effectivement, ça a marqué beaucoup notre territoire, hein, puisqu'à l'époque, je me souviens, on avait à la fois dû réduire fortement nos équipes, hein. J'avais perdu 12 postes, qui étaient importants à l'échelle du territoire, à l'échelle de notre politique. Et puis, il y avait eu effectivement des baisses importantes. Et il y avait eu un travail de refonte un peu des politiques. Et puis, on va dire, depuis, les choses étaient petit à petit reconstituées. La crise sanitaire a effectivement été forte. Et là, on a été en soutien de manière très importante auprès des acteurs culturels, puisqu'on avait créé un fonds de soutien en direct pour le soutien des acteurs culturels. Et on avait un lien, on va dire, régulier avec l'ensemble des acteurs. Ça, c'était pour la crise financière. Et comme dit, sanitaire, pardon. Et comme dit Camille, enfin, c'est un lapsus, hein, financière aujourd'hui. Comme dit Camille, ben, voilà, on a à chaque fois essayé de s'adapter, essayé de poser les choses, d'avoir toujours c'est quand même de garder le cap et une vision un peu plus large. L'importance, effectivement, de reposer les priorités, c'est essentiel. D'abord parce que voilà, ça permet de le partager au sein des élus et des collectivités et avec les habitants. Et cette question de la vitalité, on l'a vu, nos territoires, ils sont maillés de beaucoup d'équipements. Il y a une vitalité aussi associative, et ça, c'est tout cet écosystème que nous aussi, on se fait fort de vouloir accompagner et toujours servir. Et puis, ces services publics de proximité que sont les bibliothèques, notamment, c'est aussi un élément important et sûrement des lieux qui demain seront encore plus clés pour nos territoires ruraux. Donc voilà, on est exactement dans cette adaptabilité. La question de l'anticipation, effectivement, pour les partenaires qui, eux, ont à construire quelquefois des saisons à N-2, ça peut être effectivement extrêmement délicat. On voit aussi, on essaie de travailler en bonne intelligence avec, et ça c'est une tradition en Normandie depuis fort longtemps, en partenariat avec l'État, la région, les villes importantes qui portent aussi des équipements structurants pour pouvoir, quand un est en faiblesse, pouvoir être aussi en solidarité. Et c'est arrivé, il y a quelques années, notamment par exemple pour le Pôle national des arts du cirque, où nous-mêmes, nous ne pouvions pas apporter une augmentation, et c'est l'État qui est venu compenser. Donc, on essaie de conserver ce dialogue constructif entre à la fois les partenaires institutionnels et les collectivités. Et puis, effectivement, nos marges de manœuvre aujourd'hui, bah, ça porte effectivement sur les nouveaux projets. Comment peut-on accueillir de nouveaux projets sans déshabiller finalement des réalités, des contextes,
des organisations qui aussi font leurs preuves et participent de cette vitalité. C'est toute la question. Et là, il faut qu'on pèse tout. Et c'est bien qu'on va aller questionner, effectivement, pour un festival, son rayonnement, mais surtout, est-ce qu'il est en partenariat? Est-ce que il travaille aussi en dehors de la saison estivale? Voilà, tout questionner pour donner plus de valeur et faire peser, je dirais un peu, peser un peu la qualité des projets. C'est notre seule façon et tout en le partageant, c'est notre seule façon de pouvoir effectivement maintenir et travailler cette richesse culturelle dans nos territoires. Merci beaucoup, Laurence. Et alors aujourd'hui, le budget 2025, notamment face aux dernières annonces, aux demandes d'efforts de l'État, comment est-ce qu'il s'élabore comment est-ce que s'élabore ce budget culturel pour 2025? Hein, j'imagine que c'est pas du tout évident. À quel moment il est voté? Peut-être que Camille, si tu veux reprendre la main, tu peux nous expliquer Oui, comment ça se oui, passe à oui, tout à Strasbourg. fait. Alors, à Strasbourg, depuis le début de ce mandat, nous votons le budget au mois de mars. Donc, effectivement, la préparation budgétaire, elle intervient à partir de la fin de l'été et du début de l'automne. Donc là, nous avions une lettre de cadrage en stabilité, tant en fonctionnement qu'en investissement. Donc, c'est sur cette base-là qu'on a commencé à construire le budget. Les directions donc, ont été invitées à remonter l'ensemble de leurs besoins. Et donc, nous avons des échanges en ce moment même et toujours constructifs avec la direction des finances pour confronter à la fois les besoins des directions et les limites du budget municipal. Donc, suite en fait finalement aux dernières annonces du gouvernement, il n'y a pas de, entre guillemets, enfin, de recadrage qui a été donné avec un principe commun, mais plutôt une discussion extrêmement fine justement pour voir comment on peut nous faire évoluer effectivement nos besoins et puis effectivement ce qui avait pu être pensé en fait au moment de notre préparation début d'automne. En même temps, compte tenu du contexte et en tant que ville, encore une fois, premier financeur des opérateurs, nous on a une double complexité, c'est que d'une part, il faut qu'on soit un peu compte tenu notamment de ce qui s'annonce pour les autres collectivités qui seront peut-être encore plus en difficulté que les villes. Donc, on doit être une forme de rempart, effectivement, voilà, aux baisses qui vont sans doute intervenir. Et c'est vraiment sans jugement, voilà, parce qu'aujourd'hui, les autres collectivités vont être dans des difficultés encore plus grandes. Donc, il faut qu'on puisse être dans une politique très protectrice par rapport aux opérateurs culturels. Et puis, il faut aussi qu'on puisse assez rapidement verser les subventions puisque même si on vote au mois de mars, on a une autorisation de verser de manière anticipée les subventions aux opérateurs. Donc, on délibère dès le mois de décembre pour justement que les opérateurs puissent avoir de la trésorerie. Donc, c'est un engagement très fort de la ville de Strasbourg, puisque à hauteur de 19% de notre budget, forcément, ça veut dire qu'on pérennise un soutien important aux acteurs culturels. Et en même temps, je pense aussi que ce qui aujourd'hui nous est demandé, et on le fait volontiers, c'est aussi d'accompagner les acteurs culturels dans la conduite du changement, dans l'élaboration finalement de nouveaux modèles. Et de ce point de vue-là, on est aujourd'hui dans un rôle renforcé en fait autour du contrôle de gestion et encore une fois de la conduite du changement à leur côté. Et c'est tout à fait ce que disait aussi Laurence, hein, c'est qu'on encourage beaucoup la question de la mutualisation, la question du développement des recettes propres. Donc, on réfléchit vraiment en fait avec les opérateurs et aussi avec la direction des finances. Et c'est un point important, c'est que aujourd'hui, on est très aidé, très accompagné par la direction des finances. On n'est pas du tout dans un objectif voilà, de dire combien la culture peut économiser. C'est plutôt comment en fait on peut optimiser au maximum à la fois les contraintes de la culture et celles de la collectivité. Donc, c'est un travail vraiment partenarial à la fois en interne avec les acteurs culturels et puis aussi plus largement travail de coopération avec les autres financeurs de la culture. Merci beaucoup. Laurence? Dans la Manche, eh bien, on travaille également dans ce même état d'esprit. Nous, on votera notre budget très tardivement. Contrairement aux années précédentes, hein, exceptionnellement, le département votera son budget en avril prochain,
Pourquoi? Parce qu'on va rapprocher à la fois le vote du compte administratif, mais donc ça veut dire qu'on vote vraiment au dernier délai, dernier carat, et le budget 25. Donc, on sait déjà, notre lettre de cadrage nous, nous oblige, hein, nous accompagne vers une diminution d'à peu près 2,75%, c'est très précis, en fonctionnement. Et on a une baisse de plus de 20% en investissement. Voilà, donc ça, c'est déjà des choix qui ont été opérés. C'est on va dire, des taux qui sont portés sur l'ensemble des domaines, sur l'ensemble des directions, de manière assez égalitaire. Pour ce qui est de la question du vote des subventions, c'est un souci puisque en avril, ce sera très tard. Donc, on a obtenu de la part de la direction des finances de notre collectivité de pouvoir lister un certain nombre de compagnies ou d'associations partenaires qui sont en grande fragilité pour pouvoir effectivement, avec cette autorisation dont parlait Camille, de pouvoir verser dès janvier un certain nombre de subventions que j'espère qu'on pourra verser en totalité, parce que pendant un temps, la question était de dire est-ce qu'on verse qu'un acompte. Voilà, je pense qu'on pourra voter la totalité, mais voilà, on est quand même dans cette discussion. Alors, on reste très prudente, hein, puisque vous savez que voilà, le contexte, je n'ai pas besoin de le rappeler, tout le monde le vit heure par heure, au jour le jour. Et on sait que notamment sur la question sociale qui impacte beaucoup les départements, on a déjà des petites inclinaisons, notamment de certaines enveloppes, RSA et autres. Donc, on reste pour l'instant sur une première lettre de cadrage. Est-ce qu'on en aura une seconde? On ne le sait pas encore. En tout cas, ce qu'on maintient, c'est le dialogue, effectivement, avec les collectivités et les partenaires pour dire où on en est, quelle sera aujourd'hui, quelle est la situation du département, dans quelle situation aussi on est amené à être et que ça n'est pas une volonté politique de notre exécutif, mais c'est bien une contrainte qui nous est imposée par l'État. Donc, rappeler aussi ces éléments-là pour partager aussi cette situation. On a quand même, comme on le rappelait tout à l'heure, hein, un important soutien du service public de la culture, hein, des services de proximité. Donc, il y a des enjeux démocratiques et autres extrêmement importants. Merci beaucoup à toutes les deux. Alors, il y a déjà quelques questions, mais avant de passer aux questions des participants et participantes, je voulais vous interroger aussi par rapport à vous deux, sur votre rôle, votre posture en tant que DAC, hein, directrice de la culture sur donc deux territoires quand même très différents, hein, une eurométropole et un département rural. Mais il y a beaucoup de choses qui sont revenues et qui sont similaires dans vos interventions autour de la question de l'accompagnement, du dialogue, hein, de la transparence, de responsabilité conjointe aussi. Alors, comment est-ce que vous définiriez aujourd'hui votre rôle, alors plus en termes de posture que de fonction ou de mission, voilà, cette place pivot que vous avez finalement à la croisée des relations entre le politique, les acteurs et les actrices culturelles. Peut-être Laurence, si tu veux enchaîner. Oui, bien volontiers. Alors, je dirais que toutes ces crises qu'on a connues, c'est aussi l'importance, hein, pour nous aussi, c'est de maintenir la cohérence et la cohésion au sein même de nos équipes et de favoriser encore plus la transversalité au sein de ces équipes et au sein de notre collectivité. Donc, nous, on est un peu, effectivement, on doit garder le cap et essayer de maintenir cette cohérence des politiques publiques, partager le sens de l'action. Ça, c'est quelque chose qu'on doit faire au quotidien, qu'on partage avec nos équipes, mais aussi, bien sûr, avec l'ensemble des acteurs et des collectivités. C'est important alors, vous l'avez entendu, hein, on a essayé de maintenir le plus possible nos actions en régie, mais aussi de pouvoir dire sur quoi, quelles économies on va porter, donc toujours dans ce dialogue. Et puis auprès de nos élus, c'est de garder aussi ce rôle de grand pédagogue inlassablement
puisque il faut continuer à aussi beaucoup communiquer. Vous savez que la culture, en culture, on est beaucoup à se justifier, beaucoup. Eh bien, c'est un peu notre tâche au quotidien de valoriser à la fois les actions et voilà, notre rôle, c'est vraiment un rôle de passeur. Je pense que c'est un rôle d'assemblier, de mise en réseau qui est de plus en plus demandé dans nos métiers et notamment d'accompagner aujourd'hui vers les transitions. Hein, ça semble primordial. Je pense que nos politiques aussi sectorielles, il va falloir qu'on les travaille encore plus en dialogue avec chez nous l'éducation, le social, les transitions écologiques. On a également un rôle de veille hein, sur la cohérence et cette solidarité de territoire qu'on doit maintenir pour éviter vraiment tout repli demain et voilà donc continuer à convaincre et à la fois être un peu passeur et assemblier. Voilà un peu notre rôle. Merci. Camille. Oui, alors je vais sans doute dire avec mes mots, je pense qu'on a effectivement un rôle finalement à incarner une forme de stabilité et de continuité dans un environnement qui est assez instable et notamment en fait pour nos équipes. D'avoir un discours clair et rassurant, même si effectivement hein, la situation, évidemment, elle va être complexe pour les collectivités, mais je pense qu'il ne faut pas perdre effectivement le sens en fait de notre action au quotidien, et c'est bien en fait en cela que la question des priorités et de ce qu'on peut donner en fait à comprendre d'une politique culturelle, elle est encore plus importante aujourd'hui. Je pense qu'on a aussi une mission qui se renforce en fait d'accompagnement de nos acteurs vers la question effectivement des transitions au sens large et aussi de la conception de nouveaux modèles en fait. Et ça, aujourd'hui, ils sont pas forcément toujours tout à fait armés en fait pour être face à ce type de situation. Et donc nous, on essaye d'être dans l'accompagnement et de trouver des solutions avec eux. Et peut-être le dernier point que je souhaiterais mettre en exergue, c'est dire aussi que je pense qu'on est là pour fédérer à l'intérieur de la collectivité et qu'à aucun moment, en tout cas, on voit la question budgétaire comme une question de concurrence avec d'autres politiques publiques. Et justement, que serait aujourd'hui le budget de la culture avec un budget de l'éducation ou des solidarités en baisse? Aujourd'hui, l'éducation, c'est le premier budget culturel, le premier budget, pardon, de la collectivité, la culture le second et les solidarités le troisième. Donc forcément, pour nous, c'est important en fait de pouvoir travailler ensemble. Et c'est vrai qu'on essaye, nous aussi, de porter une politique liées à la question des droits culturels. Donc, on a besoin, pour faire ce travail en transversalité, de nos collègues des autres politiques publiques. Donc, c'est vraiment important de ne pas raisonner en silo et de pas se dire je vais aller voilà, défendre mon truc à tout prix et puis les autres, finalement, c'est pas grave. Nous, on essaye vraiment, en tout cas, d'être dans la bonne compréhension aussi en fait voilà, des contraintes de nos collègues et de penser au mieux finalement cette articulation entre nos différentes politiques publiques qui doivent interagir plus que jamais. Voilà. Merci à toutes les deux. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. On a quelques questions qui sont apparues. Donc, peut-être laisser Fred nous lire une première question. Alors, la première qui est arrivée, au regard des choix budgétaires à faire et la réduction des aides au projet, sur quel thème, quelle priorité resserrez-vous l'aide au projet? Alors, l'une ou l'autre d'entre vous. Donc là, quels sont les choix politiques finalement qui sont faits? Peut-être que je Vas-y, réponds, Camille. en tout cas au-dessus de 2024, effectivement, on a priorisé. Alors, Camille, pardon, on t'entend pas très bien. Ah, Peut-être que pardon, tu as quelque chose sur le micro, non? Vas-y, non, vous m'entendez? vas-y, oui. Oui, je disais que, par exemple, en 2024, on a priorisé l'aide au projet sur la question du livre et de la lecture, puisqu'on était capitale mondiale du livre. Donc, voilà, on a essayé de teinter aussi ces dispositifs en fonction d'une thématique. Et donc, je crois que c'est aussi, voilà, encore une fois, des choix à opérer en fonction d'un contexte de politique culturelle, sachant que pour nous, c'était le projet fort cette année. On a fait ce choix en 2024. On va se re-questionner sur 2025. Ouais, pour la Manche, effectivement,
les priorités, notamment, c'est la conduite des schémas, hein, de nos schémas de lecture publique et d'enseignement artistique et culturel. Et on a une politique très importante sur l'éducation artistique et culturelle, et avec une volonté politique de notamment sur les parcours d'éducation artistique et culturelle dans les collèges d'arriver à un 100% EAC. Donc ça, c'est des priorités pour nous. Le livre et la lecture, bien évidemment. Je le rappelais tout à l'heure, hein, c'est quand même voilà, les bibliothèques restent des lieux primordiaux dans nos espaces ruraux. Voilà un peu comment on opère après auprès de l'ensemble des partenaires. Je pense que c'est là du coup par coup, de l'analyse à chaque fois de par projet pour bien analyser, bien identifier, on va dire, en quoi ce projet-là participe du collectif et accompagne des actions très larges en impliquant des partenaires sur le territoire, en travaillant les médiations. Tout ça sont des critères importants pour nous qui vont qualifier l'action, et que peut-être une action un peu moins, on va dire, généreuse à ce niveau-là sera peut-être moins priorisée. Alors, pour ce qui est des appels à projets, c'est vrai qu'on en a nous aussi. Ça, un vrai questionnement aujourd'hui des appels à projets qui demandent aux acteurs culturels sans cesse de se renouveler et autres. Et c'est vraiment un questionnement pour nous. On est plutôt, on travaille beaucoup sur l'accompagnement au quotidien et sur le fonctionnement. On a quelques appels à projets, certes, mais on essaie de les minimiser, on va dire, d'en faire pas trop, parce que l'important, c'est quand même au fonctionnement au quotidien et de maintenir cette vitalité au quotidien. Merci. Alors, une autre question, comment dialoguez-vous avec les équipes artistiques au sujet de la tension entre les capacités en baisse des lieux de production et de diffusion, avec une possible injonction à la décroissance pour pérenniser leur activité et le soutien à l'emploi artistique des compagnies sur vos territoires respectifs? Et une autre question qui rejoint celle-ci, n'avez-vous jamais pensé à la création d'un fonds de dotation locale pour soutenir la culture et les projets culturels en vue des coupes budgétaires à venir? Alors, je veux bien prendre la parole Oui, sur Laurence. le dialogue avec les équipes artistiques. Effectivement, c'est un dialogue constant. La question très clairement euh, de l'opportunité ou pas, là, à chaque fois dialoguer vraiment très précisément avec chaque équipe, de l'opportunité ou pas de créer ou de reporter une création pour valoriser en diffusion de manière plus importante la création, par exemple, en cours, ou le répertoire déjà en cours. Ce sont des questions qu'on travaille de manière extrêmement enfin, autour desquels on dialogue. Et c'est un dialogue que l'on conduit à plusieurs partenaires, puisque autour des compagnies en Normandie notamment, on se retrouve sur des rendez-vous avec à la fois l'État, la région, le département, la ville éventuellement si elle est présente, et notre office, notre ODIA, Office de diffusion artistique. Et donc, il y a un dialogue qui essaie d'être concerté et un échange aussi d'expertise et de soutien possible à différents niveaux pour, au cas par cas, essayer d'accompagner les projets. Mais effectivement, dans le cas des conventions, notamment des compagnies conventionnées, effectivement, la question de, de, de la réduction, en tout cas, ou du prolongement des créations et des diffusions est vraiment posée. On le dialogue, on en parle, et on essaie effectivement de poser les choses en fonction des situations. Sur la création d'un fonds de dotation, Oui, juste, vas-y, Laurence. ouais, et tout à fait, c'est une idée que l'on a. C'est quelque chose je dirais qu'au stade de l'idée, mais effectivement, c'est sûrement peut-être une idée à poursuivre et à creuser
pour les années à venir? Alors, du côté de Strasbourg, sur la première question, je pense que la première réponse, c'est de rappeler que les structures les structures de diffusion qui sont conventionnées, on travaille effectivement avec elles. Un des objectifs dans les CPO qui est de soutenir le réseau local des compagnies donc du territoire. Donc ça fait évidemment partie des choses qu'on contrôle, qu'on regarde chaque année avec elles pour voir si ces compagnies du territoire sont bien diffusées dans les lieux que nous soutenons. Donc ça reste, et on a toujours une attention particulière à cette dimension-là. Le deuxième axe, c'est aussi de nous-mêmes maintenir voire parfois renforcer nos dispositifs d'aide à la création, ce qui a été le cas en fait ces dernières années, et puis voire même de créer de nouveaux dispositifs pour des acteurs qui à ce jour ne sont pas soutenus, comme on a pu le faire cette année en créant une bourse de création littéraire, puisque les autrices et les auteurs du territoire n'avaient pas de soutien particulier. Donc on essaye vraiment de voir effectivement à quels endroits sont les fragilités pour essayer de venir répondre à ces interlocuteurs-là à travers effectivement les dispositifs qui sont permis par nos compétences. Oui, je voulais juste rajouter qu'effectivement, dans le département de la Manche, je ne l'ai pas dit, mais nous avons créé en 2018 un centre départemental de création. Et effectivement, et Camille, tu le soulignes, c'est aussi une manière d'accompagner les équipes artistiques, notamment régionales, en les accueillant en résidence de 1 à 4 semaines dans notre centre départemental de création. Autant de manières qu'on essaie de trouver pour accompagner la création et son maintien et son développement. À ça s'ajoute aussi un certain nombre de soutiens aux résidences en territoire qui permettent aussi de maintenir ces équilibres. Merci beaucoup. Alors, il est 13h57, il est maintenant 13h58, donc on va arrêter là ce webinaire. Il y a encore des questions qui ont été posées. On les garde, on les note et pour vous dire qu'on les enverra à Camille et Laurence pour qu'elles puissent y répondre par écrit. Et donc, on vous fera un retour pour que vous puissiez ne pas repartir de ces webinaires sans avoir eu des réponses à vos questions. Merci beaucoup Camille et Laurence pour à la fois la clarté et la transparence de votre témoignage, toutes les infos que vous nous avez données et sur votre rôle aussi en tant que directrice de la culture sur ces territoires. C'était vraiment très intéressant. Merci Frédéric pour la gestion du chat et des questions-réponses, et puis merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Pour vous dire donc 2 infos importantes, ce webinaire sera disponible en replay très prochainement sur le site de l'Observatoire des politiques culturelles, et on vous propose aussi un Padlet avec des ressources sur lequel vous pouvez retrouver le PowerPoint qui a été présenté, aussi les réponses par écrit aux questions que vous avez posées et auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, et puis quelques autres références, notamment l'appel de Bègle par culture pardon. Oh, excusez-moi. Culture Co, j'allais dire Culture Co, excusez-moi, par Culture Co, dont on n'a pas eu le temps de parler, mais l'appel sera mis en lien aussi sur le Padlet. Voilà, le lien du Padlet est dans le chat et vous recevrez aussi un petit mail demain, je crois, pour vous remercier d'avoir participé à ce webinaire et pour vous redonner le lien. Bonne journée à tout le monde et à très bientôt. Au revoir. Au revoir et merci.